pour ce club spécial. Avec nous, Benjamin Morel. Bonjour Benjamin, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, constitutionnaliste et auteur de ce livre. La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme, c'est aux éditions du CERF. Et Frédéric Bierry est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, président de la collectivité européenne d'Alsace. Alex nous a rejoint. Et si vous êtes là, messieurs, c'est parce qu'on va faire un grand débat dans ce club autour de cette question. Le régionalisme est-il une menace pour l'unité de la République? C'est la thèse de votre livre, Benjamin, mais on va en parler. Exactement. On va en débattre. On dirait. Et on va en débattre avec Frédéric Bierry, évidemment. Mais d'abord, Alex, pour y voir clair, un point. Il y a plusieurs collectivités dans le pays qui ont un statut particulier. Oui, il y en a beaucoup. Alors d'abord, on va aller en métropole, où certaines collectivités ont un statut particulier. On va voir les cas de Paris, Lyon, de l'Alsace et de la Corse. D'abord, la ville de Paris a cette particularité d'avoir à la fois les compétences d'une commune et d'un département. La métropole de Lyon, depuis quelques années, regroupe les compétences du département du Rhône et de l'aire urbaine de Lyon. Et puis, il y a la collectivité européenne d'Alsace, récemment créée, qui fonctionne comme un département, mais avec des compétences supplémentaires relatives à la coopération transfrontalière, la promotion du bilinguisme ou encore la politique touristique. Et puis, la collectivité de Corse a un statut unique avec un exécutif, une assemblée, des compétences élargies sur l'éducation, le développement économique, les transports, le logement ou encore l'environnement. Et Alex, en Outre-mer, les collectivités ont toutes un statut particulier. Et oui, là, on est vraiment sur des statuts sur mesure pour chaque territoire, mais on peut distinguer deux types de collectivités d'outre-mer. D'abord, ce qu'on appelle les régions et départements d'outre-mer, c'est-à-dire des collectivités qui ont à la fois les compétences d'une région et d'un département. C'est le cas de la Guadeloupe, de la Réunion et de Mayotte. La Martinique et la Guyane font aussi partie de cette catégorie, mais ont le statut de collectivité unique. Et puis ensuite, vous avez des collectivités d'outre-mer plus autonomes. Il s'agit des îles Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la Polynésie française. Alors chaque territoire a quand même des statuts et une autonomie différents. Et puis autre cas de figure, la Nouvelle-Calédonie qui est engagée dans un processus de décolonisation régi par l'accord de Nouméa de 1988. Cet accord, il prévoyait un transfert de compétences important de l'État vers la Nouvelle-Calédonie et puis une série de référendums d'autodétermination qui se sont soldés ces dernières années par un maintien dans la République française. Il faut noter aussi que les institutions de Nouvelle-Calédonie partagent la souveraineté avec l'État. Ça, c'est une particularité. Il y a aussi une citoyenneté néo-calédonienne propre et l'État reste seulement compétent dans le domaine régalien. Merci Alex pour ce point. On va y aller directement. Messieurs, est-ce que ces statuts particuliers, ce sont une richesse ou une menace pour l'unité de la République française? Alors, si vous regardez tous les exemples européens, moi, ce que je fais un petit peu en tant que comparatiste, vous regardez que les problèmes en termes de régionalisme, on va revenir peut-être sur ce que c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire la région est en elle-même un problème, ni d'ailleurs les identités régionales, encore moins ce qu'on pourrait appeler les petites patries. Mais le régionalisme politique, celui qui vise à un séparatisme vis-à-vis de la nation, il s'enrichit d'une chose en réalité, c'est pas la décentralisation. Prenez l'Allemagne, vous avez un pays très décentralisé, mais de manière symétrique. Tous les Länder ont les mêmes compétences et ont un statut à peu près égal. Vous pouvez avoir des variations dans les noms, vous avez des Länder qui vont avoir des appellations particulières, mais grosso modo, le statut est le même. Ce qui pose problème à l'étranger, c'est ce qu'on appelle la décentralisation asymétrique. C'est-à-dire quand vous avez un jeu qui va être un jeu de différenciation justement des statuts avec un élément. Si j'ai une identité plus affirmée, j'ai le droit à un statut qui est un statut de plus d'autonomie. Alors, a priori, entre gérer une compétence publique et avoir une identité affirmée, il n'y a pas de lien direct entre une compétence santé et une identité. A priori, on pourrait se dire que le lien n'est pas direct. Mais malgré tout, si je veux affirmer mon identité, je veux avoir plus de compétences. Et donc, ce faisant, c'est cet élément qui va entraîner un effet qui est un effet de désagrégation, à la fois à travers une forme de concurrence interne entre les partis et ensuite entre des concurrences internes entre les régions. Pour vous, il y a un risque de désagrégation. Et il y a un risque de désagrégation. Si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, les Corses disent nous, on veut un statut à la néo-calédonienne. Et je pense que Frédéric Bierry nous dira que le statut corse est très enviable. Donc c'est ce jeu, entre guillemets, de course les uns avec les autres qui, à terme, devient dangereux. Frédéric Bierry, c'est une richesse pour vous ou il y a un risque de désagrégation? Alors la diversité est une richesse. D'ailleurs, le général de Gaulle disait déjà dans les années 68-69, il disait la nation française est consolidée. Et aujourd'hui, on doit s'appuyer sur la richesse et la diversité des spécificités territoriales pour construire une décentralisation qui a du sens. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait de problème pour moi d'identité. Aujourd'hui, le combat que je mène pour l'Alsace, c'est un combat pour améliorer l'efficacité
l'efficacité de l'action publique, pour revitaliser la démocratie. Et je pense que c'est à partir des réalités des territoires, quand il y a un sentiment d'appartenance, que nos concitoyens sont prêts à se réinvestir. Et aujourd'hui, on voit bien, la République est affaiblie. Si on veut la renforcer, je pense que c'est par la proximité des territoires. Donc pour vous, c'est pas un enjeu identitaire, c'est une question d'efficacité politique, d'efficacité de politique publique. Oui, c'est cela exactement. Mais le sentiment d'appartenance à un territoire, c'est ça qui peut amener les gens à se dépasser, à s'impliquer dans la société, dans la citoyenneté. Et c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à reconstruire dans notre société. Benjamin. Oui, alors le sentiment d'appartenance, il n'est pas du tout condamnable, bien au contraire. C'est-à-dire la logique de la petite patrie, telle qu'on l'entend historiquement, c'est grosso modo, l'appartenance à un tissu politique, culturel, local, qui fait que tout d'un coup, vous avez envie de participer à cette grande patrie, qui est la nation. Donc ça, en soi, c'est pas du tout condamnable, et la décentralisation permet ça. Le problème, en réalité, c'est qu'en singularisant les statuts, je crée une forme de concurrence identitaire. Et ça, on le voit très très bien à l'étranger. Et avec cette concurrence identitaire, j'ai une identité qui de plus en plus devient antagoniste. Et aujourd'hui, en effet, quand vous parlez de De Gaulle, en effet, De Gaulle a une approche de la décentralisation qui est une approche, je dirais, relativement classique. Il crée des régions, ou il veut créer des régions. Ces régions ont les mêmes compétences, la même composition, etc. On est dans quelque chose de très très classique. Le problème, c'est qu'actuellement, on dérive justement vers quelque chose de nouveau, où vous avez cette concurrence d'identité, et vous avez, qui plus est, on y reviendra peut-être avec la Bretagne, parce que la collectivité européenne d'Alsace est relativement exemplaire en la matière, mais avec un usage parfois très détourné des symboles régionaux. On va y venir. Et aujourd'hui, en effet, si vous regardez un certain nombre d'enquêtes, la Corse par exemple, est la région d'Europe pour lesquelles on vote le plus pour des partis régionalistes ou séparatistes, plus qu'en Catalogne, plus qu'en Écosse. Si vous prenez la Bretagne, le taux de breton qui se dit breton plus que français est passé en 30 ans de 15 à 40%. Donc on a des mouvements de fond. En Alsace, on a des sondages plus anciens, mais on voit également qu'il y a une forme de montée. À un moment, si vous prenez les autres pays d'Europe, il y a un moment où ça craque. Je parlais du taux de breton se disant plus breton que français, c'est exactement le même taux d'Écossais qui se disait écossais plus que britannique au début des années 2000, avant qu'on rentre justement dans ce phénomène de surenchère. Donc oui, là-dessus, on n'est pas immunisé. Ouais, on va parler de la Bretagne dans quelques secondes, mais vous entendez ce que dit Benjamin, Frédéric Bierry. Est-ce que ce que vous dites, à savoir que pour vous, ce qui prime, c'est l'efficacité politique et l'efficacité économique, ça ne va pas forcément dériver vers quelque chose de plus identitaire? En tout cas, moi, je ne le ressens pas du tout comme ça en Alsace. En Alsace, on est très attaché à la nation française, notre pays, à la République. Et d'ailleurs, toutes les décentralisations qu'on a menées en Alsace, à l'époque Adrien Zeller, etc., ont toujours apporté une valeur ajoutée à l'action publique nationale. Et c'est comme ça qu'on inscrit aujourd'hui notre démarche. Mais est-ce que c'est incompatible d'être attaché à la République et de vouloir se singulariser et montrer son identité? Je pense qu'au contraire, c'est une richesse. C'est une richesse supplémentaire pour la nation française. Et dès lors qu'on reste attaché à la République. C'est vrai que chez nous, on est attaché à la République et on pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, avec la marque Alsace, par exemple, on apporte un plus à notre pays. On contribue à réduire le déficit de la balance commerciale. On est aujourd'hui dans un territoire avec une singularité à la fois transfrontalière et européenne, avec des 80 institutions internationales à Strasbourg. Donc nous, on a une démarche à la fois porteuse de la France, porteuse aussi de l'Europe. Benjamin, est-ce que, parce que le sous-titre de votre livre, c'est régionalisme, l'autre séparatisme. Est-ce que être attaché à sa région, vouloir la défendre, ça empêche d'être attaché à la République? Est-ce que c'est forcément un séparatisme? Non, absolument pas. Et là, encore une fois, il faut distinguer plusieurs concepts. D'abord, il y a un régionalisme qui est un outil de décentralisation, de démocratisation. C'est celui que vous évoquez et on peut se retrouver. Mais fondamentalement, le problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui, les statuts particuliers, la complexification des compétences font que la plupart des citoyens ont du mal à la comprendre. Si je suis électeur en Alsace, comprendre que la collectivité européenne, c'est pas une collectivité à statut particulier, mais un département à compétences particulières qui dispose de certaines compétences de la région. Bref, l'enjeu identitaire devient saillant également parce que, en matière de décentralisation, à moins d'avoir fait un master 2 récent, c'est compliqué. Ensuite, vous avez, je dirais, un master 2 en droit des collectivités territoriales très récent, parce que ça change tous les 3 ans. De l'autre côté, ce qu'on va appeler les petites patries, justement. Ce sont en réalité des identités locales qui vont être complémentaires de la grande. Prenez les différentes langues régionales, etc. La plupart du temps, vous avez un taux d'interpénétration très fort avec les langues locales. Prenez par exemple ce qu'on pourrait appeler l'alsacien, mais en réalité, au sud de l'Alsace, on va parler plutôt, je parle sous votre contrôle, mais un moyen allemand. Au nord, on va plutôt parler du francique, etc. Donc on a en fait toute une gradation de langues dans lequel le français et l'allemand vont être plus ou moins pénétrants, etc. Ça, c'est évidemment quelque chose qu'il faut sauver. Le problème, c'est quand vous dites, ça, c'est la langue régionale. Ça, il va falloir
purger tous les apports du français et on va reconstruire une histoire, on va l'idéaliser pour faire un ennemi, c'est la France. Ça, c'est une démarche idéologique. Cette démarche idéologique, elle a été portée historiquement par certains groupes dans toutes les régions françaises. Le problème aujourd'hui, c'est que pour tout un tas de raisons, parce que les vieilles générations qui étaient porteuses de ces cultures, parce que également les collectivités qui souvent ont voulu se légitimer et donc ont été chercher ce logiciel parce que c'était celui qui était le plus facile, le plus pratique et le plus disponible, eh bien, ont repris et ont communiqué là-dessus. Et aujourd'hui, en effet, dans une partie de la population, eh bien, il y a cette idée que l'Alsace, c'est ça. La Bretagne, c'est ça. Le Pays Basque, c'est ça. Et là, ça devient dangereux parce qu'on n'est plus dans la petite patrie. On est dans une démarche idéologique qui souvent n'a pas grand-chose à voir avec les cultures originelles locales, qu'au contraire, on étouffe. Et là, en effet, il y a danger et il y a mort de culture. Alors, deux remarques par rapport à vos expressions. D'abord, sur la simplification institutionnelle. Nous, ce qu'on défend, puisque vous évoquez les compétences de la collectivité européenne d'Alsace, aujourd'hui, on a rassemblé 2 anciens conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Donc, on a des compétences départementales plus quelques compétences supplémentaires qui fait de nous collectivité à statut particulier de fait, pas de droit, mais de fait. Mais aujourd'hui, ce qu'on attend, nous, aujourd'hui, c'est récupérer les compétences de la région. Et ce qui fait que pour nos concitoyens, ce serait simple. Une seule collectivité avec des compétences croisées département-région qui permet d'appréhender la politique publique à 360 degrés. Une administration de moins d'élus. Donc aujourd'hui, on va, je pense, dans le sens de la simplification de l'action publique. Donc ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. Le deuxième, par rapport aux langues. Nous, on a à la fois l'alsacien et l'allemand. On a l'alsacien, c'est un socle culturel, historique, qui fait le lien entre nos concitoyens et auquel nous sommes particulièrement attachés. C'est pour ça qu'on a une politique très forte en la matière, mais c'est un attachement de lien. Et à côté de cela, on a l'enjeu du bilinguisme avec l'allemand, parce que là, on a, nous l'espace de dynamique de notre territoire, c'est l'espace rhénan, donc à la fois suisse et le bas de Wurtemberg. Et c'est à cette échelle-là qu'on doit réfléchir aussi nos politiques publiques. Et c'est comme ça qu'on apporte une dynamique supplémentaire à la France. Et c'est comme ça que, du coup, on inscrit, nous, ces enjeux, à la fois alsaciens et bilingues, mais dans une démarche d'ouverture. On n'est pas dans une démarche où on se referme sur nous-mêmes. On est dans une démarche de construction vers l'Europe. Oui, alors rapidement pour vous répondre sur les 2 points. Alors concernant les collectivités à statut particulier, quoi qu'on dise et quoi qu'on veuille, et même s'il y a des fusions entre les différents niveaux, ça ne simplifie pas. La plupart de nos concitoyens comprennent le schéma des collectivités territoriales au niveau national quand vous avez une forme d'homogénéité. Sinon, en fait, la compréhension et le coût d'entrée, qui est déjà très grand en matière de décentralisation, vous le savez, eh bien, ne se fait pas. Et donc, ce faisant, vous avez un effet qui est un effet déceptif, un effet de retrait. Si vous prenez les compétences des régions, elles n'ont fait que croître depuis les années 80. Le taux d'abstention n'a fait qu'augmenter tout bêtement parce que c'est pas lisible, c'est pas compréhensible. Moi, on peut se retrouver sur l'idée que, par exemple, il faudrait fusionner au niveau national régions et départements avec une collectivité intermédiaire unique sur tout le territoire, dont l'Alsace pourrait être partie. Parce que on va vite s'entendre sur la loi NOTRe. La loi NOTRe a été une absurdité. Et la fin de la région Alsace et sa fusion dans le Grand Est... Il faut découper les régions pour faire des grandes régions. Enfin, on a quand même un monstre avec le Grand Est qui est plus grand que la Belgique. Et la Belgique, exactement, est un pays fédéral. La Grande Aquitaine, c'est la taille de l'Autriche et c'est également un pays fédéral. Donc, si vous voulez, on est face à des choses qui, de toute façon, posent des problèmes. Et la collectivité européenne d'Alsace, et je dirais la conséquence de ça, et je suis d'accord, vous n'en êtes pas à l'origine. Ensuite, sur le fond, fusionner, c'est pas forcément un apport démocratique, justement. Je disais, là, le Grand Est, plus que la taille de la Belgique. Et donc, on va fusionner des départements et on va avoir de plus en plus des collectivités intermédiaires qui sont quand même des collectivités de grande taille. Alors, l'Alsace reste relativement à taille humaine. Si vous fusionnez les départements et la région bretonne, là, vous arrivez avec une collectivité extrêmement grande qui, en fait, est très jacobine d'une certaine façon. Parce que vous avez une seule et même collectivité extrêmement éloignée. Aujourd'hui, quand vous prenez toutes les enquêtes, il y a 2 demandes des Français. Lisibilité, les collectivités à statut particulier n'y participent pas. Proximité, voire hyper-proximité. Quand vous fusionnez vers le haut, ça n'y participe pas non plus. Mais justement, quand on parle de démocratie, nous avons mené une action, une consultation, 160 000 personnes qui ont participé à cette consultation, 92% des Alsaciens qui veulent le retour d'une Alsace à part entière. Donc on est complètement aujourd'hui dans cette logique démocratique. Et au regard justement des différences entre les territoires, ça a du sens qu'il y ait des territoires qui soient dans une forme de différenciation qui n'est peut-être pas valable partout, parce qu'effectivement, les tailles font que les choses évoluent. Et on voit bien aujourd'hui
aujourd'hui que ces grandes régions, notamment les régions XXL, celles qui ont rassemblé 3 anciennes régions, on voit bien qu'aujourd'hui elles sont complètement artificielles. Nos concitoyens ne peuvent pas y adhérer. On est dans des républiques technocratiques, là où on voudrait être dans les républiques démocratiques. Donc on a à mon sens quelque chose à construire, et on a toujours été pionnier en Alsace de la décentralisation. On peut être laboratoire d'une organisation nouvelle. On va aller en Bretagne, Benjamin ? Très bien. Si vous le voulez bien, parce que vous me parlez de la Bretagne depuis tout à l'heure, on va y aller, je vais avoir besoin de vous, Alex, parce qu'en Bretagne, la ville de Vitré a décidé de s'afficher en breton, et les panneaux d'entrée de ville affichent désormais, Alex ? Witreg. Voilà, qui parle breton beaucoup mieux que moi. Non, je parle pas breton, mais en complément du français, dans le cadre d'une charte signée le 1er février, manière de mettre en avant les spécialités régionales. On regarde ce reportage de Marion Delpech. Aux portes de la Bretagne, la ville de Vitré, en Ille-et-Vilaine. Ses 18 000 habitants, son château, où flotte le drapeau de la Bretagne. Et désormais, ces 5 nouveaux panneaux de signalisation bilingue aux entrées et sorties de ville. Une action menée dans le cadre de l'adhésion à la charte pour le développement de la langue bretonne niveau 1, validée par les élus. Aujourd'hui, plus que jamais, les régions ont besoin de s'identifier. Nous voulons pouvoir mener à bien des actions pour être plus efficaces, plus lisibles sur l'action publique. Donc tous les discours que l'on peut entendre aujourd'hui sur plus de centralisation, ce qui est le cas, ne nous conviennent absolument pas. Et c'est pour ça qu'on y travaille dans une région à forte identité comme celle de la Bretagne. Nous pouvons faire des propositions. Nous l'avons fait. Un certain nombre d'entre nous sont allés rencontrer des parlementaires, les sénateurs travaillent sur ces questions-là et la Bretagne peut être un vrai exemple. À Vitré, le breton est promu à l'école publique et privée auprès de 80 enfants. À Rennes, préfecture de la région, c'est une nouvelle filière bilingue pour les primaires qui ouvre tous les 2 ans. Et de plus en plus de lieux culturels comme le musée de Bretagne proposent des audioguides en breton et en gallo. Une initiative saluée par la conseillère aux langues de la ville, élue du parti Union démocratique bretonne, située à gauche de l'échiquier politique. La langue, c'est aussi un vecteur d'identité. Quand un citoyen lambda parle français, il sent que c'est sa langue et que c'est important. Hein, et imaginez l'importance que l'école donne à la langue française. Donc, on est tous français ici, mais on est aussi breton. Et c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui voit dans cette langue une langue qui périme et qui mérite d'être transmise encore pour que les générations suivantes aient cette mémoire historique, culturelle et pourquoi pas politique. Décidé à s'engager pour redonner à la Bretagne des structures politiques, économiques et culturelles, le parti breton demande le transfert rapide de certaines compétences à la région. C'est indéniable que beaucoup de sujets ont progressé. Sur la réunification, sur le rapport à la langue aussi, sur le logement, sur toutes les politiques en réalité que l'idée est finalement dont aujourd'hui une majorité de Bretons sont convaincus ou de Corses ou de Basques ou de Catalans ou d'Alsaciens, c'est qu'en fait des politiques menées dans ces domaines-là seront plus efficaces si elles sont menées à partir de gouvernements régionaux plutôt qu'à partir de Paris comme c'est le cas actuellement. Une question plus que jamais d'actualité alors que les élus bretons relançaient ce mois-ci le débat sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Benjamin, vous les comprenez, ces élus qu'on vient d'entendre et qui affichent la culture bretonne ? Mais qu'on affiche la culture bretonne et même qu'on la sauve, ça m'apparaît tout à fait essentiel. La question, c'est qu'est-ce qu'on sauve ? Quand vous voyez Madame Le Callennec, la maire de Vitré, qui est très très fière de présenter un panneau en breton devant sa ville. Alors, sans être extrêmement précis sur l'histoire de la Bretagne, il faut voir qu'en Bretagne, on ne parle pas que breton historiquement. On parle de langues. À l'ouest, vous parlez en effet le breton. En fait, vous parlez des différents versions du breton, du levantais, etc., qui sont en fait différentes déclinaisons locales. Déclinaisons locales qu'au début du XXe siècle, eh bien, on va tenter d'unifier. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire il y a une seule langue et tous les apports du latin, du français, on va les enlever et on va aller chercher des mots du gallois pour recréer en grande partie une langue. Et encore une fois, ce n'est que l'ouest de la Bretagne. À l'est, donc dans la ville de Vitré, on parlait le gallo. C'est une langue d'oïl assez proche du coup de l'ensemble des langues d'oïl, donc le français. Et cette langue d'oïl, elle va être jugée par les nationalistes bretons comme étant pas très intéressante parce que justement trop proche du latin, trop proche du français, quelque chose qui ne permet pas d'affirmer la singularité de la collectivité. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire, voilà, cette ville, elle a peut-être jamais parlé breton. Elle n'a
jamais parlé breton depuis le haut Moyen-Âge, mais on va sous-titrer les panneaux en breton. Et on va créer des écoles en breton. Le galop, on va le mettre pour faire plaisir, mais en réalité, il est 25 fois moins financé par la région Bretagne. Et de l'autre côté, dans le pacte d'avenir pour la Bretagne, signé par Édouard Philippe et Loïc Chisnet-Girard, il ne figure pas. Exactement. Et donc, aujourd'hui, on dit sauver des cultures, et tant mieux, il faut les sauver, mais on ne les sauve pas. À Vitré, cette culture qu'on est en train de justement mettre en avant, c'est pas la culture locale, c'est une culture idéologisée, reconstruite, à dessein d'antagonisme national bien souvent, parce que derrière, il y a d'autres choses qui vont. Il y a certes la langue, mais il y a également une histoire, une reconstruction historique, et cette reconstruction historique, elle a été forgée par des militants, pour des militants, et aujourd'hui, en effet, elle va permettre de promouvoir un esprit militant très, très, en réalité, régionaliste, dans un sens ethno-régionaliste, et séparatiste, c'est ce que j'évoque dans le livre, et ça c'est dangereux. Donc il faut bien différencier. Mais pour vous, ça va forcément plus loin. On ne peut pas défendre sa langue régionale tout en se sentant attaché à la France et à la langue française. Si vous regardez ce qui se passe à Vitré, quelle aurait été la bonne attitude ? De dire, voilà, ici on a toujours parlé gallo, une variante du gallo, eh bien on transmet cette langue, on transmet les vraies cultures qui ont été les cultures locales à l'endroit où elles ont vécu. Ce qui permet en fait une forme d'intercommunicabilité entre les générations. Parce que là, les gamins qui vont apprendre le breton à Vitré ou à Rennes, ils vont pas communiquer avec leurs grands-parents, puisque par définition, leurs grands-parents, soit ils vivent en Basse-Bretagne, mais la plupart du temps, s'ils viennent de Rennes, ils ne parlaient pas breton. Et donc, ils vont communiquer entre militants. Et là, on a un phénomène qui est un phénomène qui n'a rien de culturel et qui est essentiellement politique et qui détourne l'argent qui devrait aller justement vers le sauvetage des cultures locales, vers quelque chose qui est tout autre et qui est un phénomène politique. Alors écoutez, moi j'adore la Bretagne, mais je ne la connais pas suffisamment pour en décortiquer les mécanismes. Mais c'est en tout cas pas du tout ce que je ressens aujourd'hui en Alsace. Pour moi, faire gagner les territoires, c'est faire gagner la France. Aujourd'hui, on a en Alsace, on a l'alsacien, on a aussi le welsh que nous portons nous partons également, bien évidemment, qui est sur des territoires plus réduits, donc forcément moins développés. Transmettre aux jeunes générations ce patrimoine linguistique, ça nous semble important. Aujourd'hui, si on veut revivifier la démocratie, redonner envie aux gens de s'impliquer, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que face à tous les enjeux de la démocratie, on a besoin que les gens s'impliquent. Pour que les gens s'impliquent, il faut qu'ils aient ce sentiment d'appartenance, il faut qu'ils aient envie de ce territoire. Et je pense qu'à travers notre culture, on a un socle commun qui donne envie aux gens de s'impliquer. Moi, je vois, on a développé la marque Alsace. On est le territoire où les habitants consomment le plus les biens de leur territoire. On est à 8%, je crois que la Bretagne est à 5%, la moyenne est à 2%. On est fiers les gens sont fiers de la marque. De plus en plus d'entreprises veulent avoir la marque. Et c'est un outil de lien, un outil de dynamique sur le territoire. Est-ce que dans ce que vous dites, ça veut dire que les grandes régions, mais pas que, peut-être la déconnexion qui est ressentie par les Français envers leurs élus, ça renforce le sentiment régionaliste ? Clairement, aujourd'hui, on voit quand même le Grand Est, nous, à nier les identités de territoire, à coup de millions de communication on voulait grand-estiser les choses. Moi, j'ai été 80 jours à la rencontre des habitants. Je leur demandais, est-ce que vous sentez grand-estienne ou grand-estois ? Ils souriaient, les gens se sentent alsaciens, et le fait qu'on ait voulu nier cette identité forte en supprimant la région Alsace, ça a encore renforcé le sentiment d'appartenance. Donc ces grandes régions ont renforcé le régionalisme. Elles ont clairement renforcé cette volonté d'une retour à une organisation institutionnelle qui a du sens, parce que aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. Ouais. Comment on rebâtit une action publique qui a du sens ? Eh bien, je pense que la bonne échelle territoriale, c'est déterminant. Ouais. Est-ce que ces grandes régions ont renforcé le régionalisme ? Est-ce qu'il y a eu dans certaines anciennes régions le sentiment que leur identité était niée ? Évidemment. C'est-à-dire que, alors, c'est évidemment particulièrement vrai pour l'Alsace, mais si vous regardez les Lorrains ou les Champenois ardénois, c'est la même chose. C'est aussi pour la Picardie. Exactement. Et je peux vous dire que l'Auvergnat que je suis n'a guère aimé d'être fusionné avec le Rhône-Alpes et que la capitale naturelle de cette nouvelle grande région
région devrait être Clermont-Ferrand. Donc évidemment, on a tous extrêmement mal vécu lorsque nous avons été fusionnés, ce qui a été une forme de négation d'identité, même quand les identités sont relativement récentes, parce que les entités administratives, malgré tout, à terme, charrient une forme d'identité. Mais je pense que là-dessus, on peut être d'accord. Oui, mais... La suppression de la région Alsace a été une absurdité. Et qui plus est, a stimulé le sentiment identitaire. Mais la création d'une collectivité à statut particulier là-dessus, plutôt que le retour au statu quo ante, est, à mon avis, un danger. Ensuite, vous évoquez la question de la démocratie. Mais cette collectivité à statut particulier, elle a quand même été rejetée en 2013. Et cette collectivité... Vous parliez de la consultation que vous avez faite, mais cette consultation... Alors elle n'a pas été rejetée. C'est le nombre de voix qui n'a pas été suffisant. On était majoritairement favorable. Je suis d'accord. Le quorum n'a pas été atteint. C'est pas tout à fait la même chose. Mais ce qui montre que ça n'intéressait pas forcément les Alsaciens au point de la mobilisation. Mais aussi parce que ce qui était proposé en organisation, c'était quand même une usine à gaz. Et aujourd'hui, on est dans quelque chose de très simple. Nous, on a organisé l'Alsace en territoire. Donc, on a redonné le pouvoir décisionnel aux élus en proximité, ce qui a changé complètement la donne. Et puis, le fait à l'époque, on ne parlait pas du Grand Est, parce que sinon, le vote aurait été, bien évidemment, complètement modifié. Et puis, je voulais juste revenir sur les marques, parce que aujourd'hui, en faisant une région Grand Est, on a enlevé la marque Champagne. Or, la marque Champagne, c'est quand même beaucoup plus important que la marque Grand Est. Oui, deux mots. Alors sur la démocratie tout de même, c'est-à-dire que moi je suis d'accord sur le fait qu'en effet le Grand Est a changé la donne. Mais fondamentalement, l'idée qu'on remet en cause le résultat des référendums a été souvent le cas. Prenez la Corse en 2003, référendum, les Corses disent non, on arrive à une collectivité à statut particulier. Idem pour l'Alsace. Donc là, il y a malgré tout un enjeu démocratique qui me semble assez problématique. Sur les marques, je suis d'accord avec vous, mais attention, c'est-à-dire que souvent la marque Alsace, la marque Bretagne, etc., véhicule également une conception de l'identité qui souvent est très très caricaturale et favorise cette diffusion d'un logiciel qui est parfois un logiciel assez problématique. Donc oui, pour la promotion des territoires, attention tout de même à ce qu'on en fait. Moi, j'en vois une image de qualité pour la France. Alors, on va voir. Alors, il y a des collectivités qui ont déjà un statut particulier, on en a parlé, mais Alex, il y a des territoires qui tentent de faire évoluer leur statut. Et oui, avec des projets de fusion ou de dissociation à direction d'abord les départements savoyards avec la question de la fusion des deux départements de Haute-Savoie et de la Savoie qui revient souvent dans les débats. Et en 2019, au moment de la création de la collectivité européenne d'Alsace, le département de la Savoie a proposé à la Haute-Savoie de fusionner pour former un grand département savoyard aux compétences élargies. Mais pour l'instant, la Haute-Savoie a refusé et a reporté le débat aux prochaines années. On va aller maintenant au Pays Basque, où il existe depuis longtemps un mouvement pour la création d'un département basque, alors qu'aujourd'hui, le Pays Basque forme avec le Béarn le département des Pyrénées-Atlantiques. Ce département basque a souvent été une revendication des indépendantistes, mais depuis la fin de l'organisation terroriste ETA, ce projet est de plus en plus partagé au-delà des indépendantistes basques. Et en attendant, une très grande communauté d'agglomération du Pays Basque s'est formée avec les 158 communes basques. Cela fait 315 000 habitants. Une grande communauté d'agglomération, mais sans les compétences d'un département. Et certaines collectivités veulent plus d'autonomie. Ah oui, plus d'autonomie, c'est le cas de la Bretagne, puisqu'au printemps 2022, le Conseil régional de Bretagne a voté un vœu à destination de l'État pour organiser d'ici à 2024 d'abord une consultation sur la réunification de la Bretagne, c'est-à-dire le retour de la Loire-Atlantique dans la région Bretagne, donc une région à 5 départements, et puis aussi pour dessiner un modèle d'autonomie de la Bretagne, une autonomie réglementaire et législative, c'est ce qui est écrit dans ce vœu du Conseil régional, avec bien sûr des transferts financiers de l'État et des nouvelles relations budgétaires. Et puis enfin, il y a la Corse. Emmanuel Macron, durant la dernière campagne présidentielle, s'est montré ouvert à un statut d'autonomie pour la collectivité de Corse. Les discussions ont commencé entre l'État et les nationalistes qui dirigent la collectivité de Corse. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était d'ailleurs ce week-end en Corse et maintenant il attend les propositions de l'exécutif corse sur ce projet d'autonomie. C'était la une de Corse Matin hier. Frédéric Berry, la Corse, c'est un modèle à suivre pour l'Alsace ? Bien évidemment, je regarde avec attention, avec une différence quand même, c'est que nous on est profondément attachés à la France, ce qui n'est pas forcément le cas partout. En Corse, il y a plusieurs courants qui s'opposent. Chez nous, il n'y a pas de courant sur cette question. Tout le monde est particulièrement clair. Si vous voulez, ce qui est important, et la Cour des comptes le relevait par exemple sur le RSA, on a besoin d'aborder les politiques publiques à 360 degrés. Si aujourd'hui on peut s'attaquer, les départements peuvent s'occuper des
bénéficiaires du RSA, mais ils ne peuvent pas s'occuper de la formation, ils n'ont pas le droit de s'occuper de l'économie. Donc on ne peut pas aborder la problématique dans son ensemble. Et aujourd'hui, il faut que les collectivités puissent retrouver un pouvoir d'agir. Et pour moi, le pouvoir d'agir, c'est le droit, les moyens et la maîtrise des moyens financiers. C'est ces trois composantes-là qui sont essentielles. Et c'est pour cette raison que moi, j'appelle de mes voeux des évolutions législatives en la manière, ce qui permettrait d'améliorer la qualité de l'action publique. Et la conclusion, Benjamin, le régionalisme, ça va prendre de l'ampleur dans le pays. Alors, si on prend tous nos voisins européens, à l'exception de l'Allemagne, qui a un modèle très symétrique, encore une fois, ça a pris de l'ampleur. Donc, soit on considère qu'on est un petit isolat, une sorte de petit village gaulois où tout ce qui atteint le monde ne nous atteint pas, soit on considère que ce qui a produit des conséquences fâcheuses à l'étranger, en Espagne, en Belgique, en Italie, au Royaume-Uni, va également nous arriver parce qu'on prend exactement le même chemin, justement, avec cette approche différenciée. Donc, avec des velléités sécessionnistes. Avec des velléités qui, en fait, parce que j'entends tout à fait votre point de vue de dire, grosso modo, on est très républicain et je vous en fais absolument pas à la fois le reproche et je vous crois sincère profondément. Mais ce qu'on constate à l'étranger, c'est qu'au bout d'un moment, à force d'appuyer sur ce logiciel et de créer un effet de comparaison entre régions, eh bien les républicains, ceux qui sont attachés à l'unité nationale, finissent fragilisés. Prenez Paul Jacobi, en Corse, il reprend juste avant son départ du pouvoir toutes les revendications des nations, statut du résident, etc., etc. Il finit dévoré comme le Labour Party a fini dévoré par le SNP en Écosse. Donc on voit ce jeu augmenter à la fois dans le mimétisme entre régions et dans cette surenchère entre partis. Et là, il y a un vrai danger, c'est-à-dire que à terme, on sait de manière quasiment statistique, parce qu'on a des statistiques, où ça mène et ce que ça peut faire. Sur les nations corses aujourd'hui, il faut voir que Simeoni est embêté. La jeunesse corse qui s'est rebellée l'année dernière. Je rappelle d'ailleurs que quand le Conseil régional de Bretagne vote son vœu, on est au moment où la collectivité de Corse met ses drapeaux en berne en faveur d'Ivan Colonna. Donc je trouve que c'est tout de même d'un peu mauvais goût. Mais lorsque Simeoni est dépassé par sa jeunesse, cette jeunesse, elle a été formée dans l'amphithéâtre Aquaviva à l'université de Corte. C'est le nom d'un plastiqueur du FLNC. Vous pouvez ensuite difficilement considérer que vous pouvez tenir une jeunesse qui a été formée ainsi. Et en 20 secondes, Frédéric Bierry, sur le risque sécessionniste. Écoutez, moi je n'y crois pas. Les régions allemandes ont beaucoup plus de pouvoir et beaucoup à agir que les régions en France. Ça ne remet pas en cause leur attachement à l'Allemagne. Mais symétrie, justement. Et on refera un débat. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On va regarder la presse régionale. Restez avec nous. Et Alex, à la une de la presse régionale, la visite de Joe Biden à Kiev. Et oui, le